What's good les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo analyse de mouvement. Je sais que c'est un format qui vous plaît, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir, vous abonnez, vous likez, etc. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on va analyser John Haack. Pourquoi est-ce que je voulais qu'on analyse cet athlète? Actuellement, c'est un des meilleurs powerlifters au monde, du côté non testé. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, il a vraiment des leviers pas avantageux pour la force, notamment au squat et au bench. Et pourtant, il est parmi les meilleurs athlètes au monde. Donc mon objectif sur cette vidéo, c'est de vous montrer que peu importe vos leviers, que vous ayez des bons leviers ou non, vous pouvez être un bon athlète. Des bons leviers ne garantissent pas le fait d'être bon dans le sport, et des mauvais leviers ne garantissent pas le fait d'être mauvais dans le sport. C'est parti pour l'analyse. Donc pour le squat, en gros les leviers avantageux sur le mouvement sont assez simples. Il faut en général un ratio 50-50 ou alors 60-40 ou 70-30 entre la longueur de votre buste et la longueur de vos jambes. En plus de ça, il faut des fémurs assez courts. Moins vous aurez des fémurs courts, moins vous aurez besoin d'avoir une grosse flexion et extension de genou sur le mouvement. Et en gros, voilà les leviers principaux qui vont faire que vous allez être fort ou non sur le squat. D'un simple point de vue mécanique, je parle pas dans la réalité concrètement, je parle dans un monde utopique, voilà les leviers avantageux. Pour illustrer ça, j'ai pris 3 squats, donc le squat de John Haack, le squat d'un athlète qui a eu le record du monde en moins de 59 kg, et enfin le squat d'un haltérophile très fort, mais vu que je m'y connais pas trop en haltéro, je pense qu'il est assez connu, mais je suis pas sûr. Vous pouvez voir que sur le tout premier exemple, extrême, en fait, il coche toutes les cases de ce que j'ai dit, à savoir, il a un ratio longueur du buste, longueur des jambes, proche de 50-50, voire 60-40. Vu que c'est un athlète atteint de nanisme, bah du coup il a des segments très courts, donc il a des fémurs très courts. De façon générale, les segments dont j'ai parlé avant, donc meilleur ratio buste, jambes et fémur court, c'est des segments qui vont permettre d'avoir une petite amplitude sur le mouvement. C'est assez simple, moins l'amplitude est importante sur un mouvement, plus vous allez produire de la force facilement. Exemple tout simple, je vous demande de faire un squat complet, donc cul par terre avec 250 kg, il y a peu de chances que vous y arriviez. Si je vous demande de faire un 8e de squat avec 250 kg, il y a de fortes chances que vous arriviez. Pourquoi? Parce que plus l'amplitude du mouvement est grande, plus les besoins en termes de production de force sont importants. Moins un athlète aura d'amplitude sur le mouvement, plus il a des chances d'être performant. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est donc l'athlète en haltérophilie. Vous pouvez voir aussi qu'il n'a évidemment pas les mêmes leviers que l'athlète atteint de nanisme, mais il a des leviers très avantageux. Donc il a toujours ce ratio buste bas du corps proche de 50-50, voire même 60-40 je pense. Levier court au niveau des fémurs, donc des fémurs très courts. On peut le voir, il est tout en bas du squat et ses genoux ne sont pas beaucoup en avant par rapport à la pointe de ses pieds, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une grosse flexion de genoux parce que ses fémurs ne sont pas très longs. Du coup, c'est des leviers avantageux pour le squat et c'est un athlète qui a un très beau squat. À côté de ça, on prend le squat de John Haack. Donc John Haack, quand il était en IPF, donc a priori quand il était naturel, puisque John Haack depuis n'est plus en IPF, il concourt dans des fédérations non testées. Évidemment, lorsque vous êtes un athlète dopé, il faut aller en fédération non testé. Lorsque vous êtes un athlète naturel, vous allez en fédération testée. Du coup, John Haack, quand il était en non testé, il faisait 298 kg au squat pour 83 kg de poids de corps. Et depuis qu'il est en non testé, il a pris du poids, etc. Il fait 90-95 kg maintenant. Et il a récemment passé un squat à 365 kg. Mais dans tous les cas, sa technique au squat n'a pas changé de quand il était naturel, de quand il est passé dopage et quand il faisait 80 kg et depuis qu'il en fait 90. À chaque fois, c'est pareil. Déjà, il n'a pas changé ses leviers. Il a des ratios inverses aux ratios, entre guillemets, avantageux. Là où il faudrait un 50-50 ou alors plus de buste et moins de longueur de jambes, lui, c'est l'inverse. Il a les jambes plus longues et le buste plus court. En plus de ça, il a des fémurs assez longs, ça se voit quand il descend au squat, on peut voir que ses pieds, ses genoux avancent significativement parce que ses fémurs sont longs. Plus vous allez avoir les fémurs longs, plus vous allez avoir d'amplitude sur le mouvement, plus vous allez avoir un buste court, plus vous allez avoir d'amplitude sur le mouvement. Et malgré ça, comme je l'ai dit, il squattait 298 kg en moins de 83 kg et depuis qu'il est passé au dopage et depuis qu'il a pris du poids, etc., il squatte 365 kg. Donc c'est un squat absolument colossal et c'est un squat en fait vraiment dans la continuité des autres squats que j'ai dit. Le premier athlète faisait 240 kg au squat en moins de 59 kg. Le deuxième athlète, 275 kg au squat à 77 kg. Et John Haack faisait 298 kg à 83 kg. Et les deux premiers exemples sont des athlètes avec des leviers extrêmement avantageux pour le squat et ils étaient très forts dessus. Et John Haack a des leviers pas du tout avantageux pour le squat et pourtant il est aussi bon que les deux précédents sur le mouvement. Donc le simple fait de ne pas avoir des leviers avantageux pour le squat ne fait pas de vous nécessairement un mauvais squatteur, c'est une question d'utilisation de vos leviers. On passe au bench. Quand on regarde son bench, on se rend compte qu'il a pas un gros pontage, donc évidemment qu'il a un pontage mais il n'a pas un pontage extrême, et deux, on se rend compte qu'il a une grosse amplitude sur le mouvement. Donc là, comment est-ce que ça s'observe pour le bench? En fait, ça s'observe par rapport au degré de flexion de votre coude. Plus vous allez avoir un grand degré de flexion sur votre coude, plus vous allez avoir d'amplitude sur le mouvement, plus ça va être dur de produire de la force. Et au contraire, moins vous allez avoir de degrés de flexion, plus ça va être simple. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en force athlétique, on observe des pontages
assez prononcée, c'est parce que plus vous allez ponter, moins vous allez devoir descendre votre coude, moins vous allez avoir besoin de faire de flexion de coude, plus vous allez pouvoir maximiser la charge sur le mouvement. Sur ce bench, John Hack n'a pas un gros pontage, il a un pontage, je dirais, plutôt bon pour l'immense majorité des athlètes, mais en force athlétique, c'est un pontage moyen, voire même bof. Et en plus, du coup, il a beaucoup de flexion de coude, mais pourtant, il bench 272,5 kg pour, encore une fois, comme je l'ai dit, 90-95 kg de poids de corps. Encore une fois, un bench complètement colossal. Et à côté de ça, donc je l'ai expliqué juste avant, vous pouvez avoir d'autres exemples extrêmes. En moins de 66 kg par exemple, dans ma catégorie, l'athlète qui a gagné les championnats du monde cette année, il est très connu pour avoir un pontage énorme sur son bench et donc d'avoir une toute petite amplitude sur le mouvement. Comme vous pouvez le voir ici, son coude descend très loin de la parallèle. Son coude, il est peut-être à 30 degrés ou 40 degrés de flexion, là où, par exemple, on est plutôt à 90 degrés, voire même 100 degrés dans le cas de John Hack, puisqu'il va avoir beaucoup plus d'amplitude. Encore une fois, il a une énorme amplitude sur le mouvement, il n'a pas un gros pontage, et pourtant, c'est parmi les meilleurs benchers au monde en ratio poids de corps, force. Et comme j'ai dit, indépendamment de dopé ou non, même si vous le comparez à d'autres athlètes dopés, il est parmi les meilleurs à 100%. Petite mention rapide, je fais pas trop la pub de ça. Dans la description, vous retrouverez le lien de mon site de coaching et je propose des analyses techniques des mouvements des athlètes par rapport à vos leviers. Et donc, j'analyse vos mouvements et je vous dis, ok, voilà, par rapport à ton squat, ton bench, ton deadlift, voilà ce que tu devrais faire, voilà ce que tu devrais faire, voilà ce que tu devrais faire. Parce que comme je l'ai dit, les leviers, vous les avez. Maintenant, c'est comment vous les optimisez et comment vous en bénéficiez le plus possible pour produire le plus de force. On arrive au dernier point, son deadlift. Donc comme je l'ai dit juste avant, il est vraiment très fort au squat, très fort au bench, pourtant il a des leviers très peu avantageux sur ses mouvements. Au contraire, sur le deadlift, il a plutôt des leviers avantageux parce que un des leviers les plus avantageux au deadlift, en fait, c'est la longueur de vos bras. Plus vous allez avoir les bras longs, plus le mouvement va être avantageux parce que vous allez finir proche du sol, donc vous allez avoir moins d'amplitude sur le mouvement, donc moins de besoin de production de force. Et du coup, comme on peut le constater, un des mouvements sur lesquels John Hack est le plus, entre guillemets, doté naturellement, puisqu'il a des bras assez longs, c'est le deadlift, et du coup, c'est un des mouvements sur lesquels il est le plus fort, mais en comparaison de ces deux autres mouvements, il est vraiment tout aussi fort. Donc c'est bien la preuve que les leviers seuls ne suffisent pas à créer l'athlète, puisque sinon John Hack aurait un squat nul, il aurait un bench nul, parce que ces leviers sont vraiment pas bons pour ces deux mouvements, et au contraire, il aurait un deadlift beaucoup plus gros, parce qu'il y a des leviers très avantageux pour le deadlift. Or, ces trois lifts sont vraiment proches les uns des autres. À titre de comparaison, un athlète, ça va peut-être vous surprendre, mais un athlète qui a pas de bon levier pour le deadlift, c'est Thor. Thor, pour le coup, c'est lui qui a le record du monde deadlift strongman, j'insiste sur ça parce que c'est pas pareil, deadlift strongman, et pourtant, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, Thor, il a une grosse amplitude de mouvement puisqu'il va finir vraiment juste en dessous de ses hanches au deadlift. Et donc comme je l'ai expliqué, plus la barre va devoir parcourir de centimètres, plus il y a d'amplitude, plus ça complique le mouvement du point de vue de la production de force. À titre de comparaison, il y a un athlète à ces championnats du monde qui a fait 362,5 kg en moins de 83 kg et il a même tenté, et il était vraiment très proche, de réussir 385 kg. Comme vous pouvez le voir, cet athlète, lorsqu'il fait son deadlift, il verrouille à peine au-dessus des genoux. Et du coup, je suis sûr que cet athlète-là, on lui met des sangles, on lui autorise des appuis-cuisses, il deadlift 410, 420. C'est un peu ça la différence que vous pouvez observer entre du coup des leviers très avantageux pour le sport, des leviers moins avantageux, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est pas est-ce que vous avez des bons leviers ou non, c'est qu'est-ce que vous faites de vos leviers, est-ce que vous arrivez à créer une technique efficiente sur chacun des mouvements en fonction de vos points forts ou de vos points faibles. Dans tous les cas, la longueur de vos segments, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Ce que vous pourrez changer par contre, c'est comment votre corps va bouger et comment vous allez vous-même dans votre tête visualiser votre mouvement pour en tirer le plus de bénéfices et pouvoir produire le plus de force dans les meilleures positions possibles. Comme je viens de le montrer avec l'exemple de John Hack, avoir des mauvais leviers, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez être parmi les meilleurs athlètes du monde avec des leviers bof pour le sport. C'était à peu près tout pour moi les boys. Si ce genre de vidéo analyse vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous connaissez la chanson. Aussi, pour rappel, une commande sur le site Salon Torquer, c'est une brique pour la maison de ma maman à Mykonos, puisqu'il s'agit de ma marque. Pour des hoodies, des t-shirts, voilà, on a tout ce qu'il faut sur Salon Torquer. Le link is in the bio, comme on dit. Aussi, j'ai un sponsor complément alimentaire. Je suis pas assez mobile pour attraper, mais vous verrez derrière moi, il y a le pot Nutrimuscle. Donc avec mon code NM-BAPANA10, vous bénéficiez des meilleurs compléments sur le marché et vous avez 10% de réduction pour vous et un soutien infini pour moi. Et enfin, on n'oublie pas SBD pour le meilleur équipement sur la force athlétique. Ceinture, genouillère, bande poignée, ils ont tout ce qu'il vous faut. Et encore une fois, tous les liens seront dans la description. Sur ces belles paroles, les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine.